Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Les autorités préfectorales procèdent depuis samedi 14 février à l'installation des conseils communaux de leur département de tutelle. Cotonou et bien d'autres communes sont désormais fixées. Comme à l'accoutumée, chaque année, le 14 février, jour de Saint-Valentin est célébré, généralement considéré dans de nombreux pays comme fête des amoureux. Retour dans cette édition sur les origines de cette célébration. La cérémonie officielle de port de galon du général de corps d'armée Berthe Bada s'est déroulée le 9 février dernier dans l'après-midi au ministère de la Défense nationale. Une première dans l'histoire des forces armées au Bénin. Retour dans cette édition sur la cérémonie officielle de port de galon. Allô? Ah, je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. À la suite des élections communales de janvier 2026, la mise en place des conseils communaux se poursuit dans plusieurs localités du pays. Conduite sous l'autorité des préfets de département, les séances d'installation ont déjà permis à de nombreuses communes de désigner leurs exécutifs élus pour un mandat de 7 ans. Les nouveaux maires et leurs adjoints ont désormais la responsabilité d'animer la vie communale, de piloter les politiques de développement à la base et de répondre aux préoccupations des administrés. Dans l'élément à suivre, découvrez la liste de ceux déjà installés. À la suite des élections communales de janvier 2026, la mise en place des conseils communaux se poursuit dans plusieurs localités du pays. Conduite sous l'autorité des préfets de département, les séances d'installation ont déjà permis à de nombreuses communes de désigner leur exécutif, marquant ainsi le démarrage effectif d'un nouveau cycle de gouvernance locale. Voici donc la liste des maires déjà installés et de leurs adjoints. Commune de Bukumbe, maire Nambi Ludovic. Premier adjoint, Kwagu Ncha Kupeta. Deuxième adjoint, Nata Matadona Mathias. Commune de Dangbo, maire Hyacinthe Djessounion Agon. Premier adjoint, David Boyinou.
Deuxième adjoint, Paul Togbé. Commune de Pobé, maire Kouchade Clément. Premier adjoint, Koupo Zinsou Kome. Deuxième adjoint, Balogun Ibouraïma. Commune d'Abomey-Calavi, maire Nathanaël Koti. Premier adjoint, Patrice Houye Azé. Deuxième adjoint, Romain Denakpo. Commune de Tchaourou, maire Rafiou Awoche. Premier adjoint, Sidi Ibrahim Yarou. Deuxième adjoint, Sani Chabi Salifou. Commune de Boukoumbe, maire Nambi Ludovic. Premier adjoint, Kouagou Ncha Koupeta. Deuxième adjoint, Nata Matadona Mathias. Commune de Dangbo, maire Hyacinthe Djessounion Agon. Premier adjoint, David Boyinou. Deuxième adjoint, Paul Togbé. Commune de Pobé, maire Kouchade Clément. Premier adjoint, Koupo Zinsou Kome. Deuxième adjoint, Balogun Ibouraïma. Commune de Ketou, maire Adenika Angélique Titiloya. Premier adjoint, Oluwole Deogracias. Deuxième adjoint, Adjaï Dieudonné Maurice. Commune de Dogbo, maire Ako Doji. Premier adjoint, Solani Médard. Deuxième adjoint, Kouenou Rémi. Commune de Porto Novo, maire Toukourou Rachad. Premier adjoint, Arlonsou François. Deuxième adjoint, Paul Khedo Kengbe. Commune de Soava, maire Oussou André Todje. Premier adjoint, James Ismaël Zossou. Deuxième adjoint, Elisabeth Grace Atindekoun. Commune de Banté, maire Fatcheou Daniel. Premier adjoint, Kouta Ife Cyril. Deuxième adjoint, Latéin Kokou Salomon. Commune de Kobli, maire Yayati Boni Alphonse. Premier adjoint, Simbienou Laurent. Deuxième adjoint, Kombeto Martin. Commune de Parakou, maire Zulkiflou Zakari. Premier adjoint, Assimiou Adambi. Deuxième adjoint, Mustapha Orou Gankou. Commune de Materi, maire Kassa Robert. Premier adjoint, Daori Deri Peri. Deuxième adjoint, Nyantekoi Jean-Baptiste. Commune de Koulekame, maire Dayalor Lolonto Gilles Chris. Premier adjoint, Togbevi Ronfin Gabriel. Deuxième adjoint, Bédjekan Dieudonné. Commune de Sinandé, maire Yakoubou Issoufou. Premier adjoint, Koto Machoudou. Deuxième adjoint, Zachary Adam Fousseni. Commune d'Akro-Misserete, maire Hunkarin Joseph. Premier adjoint, Kodjo Kazmir. Deuxième adjoint, Adi Gboton Batelemi. Commune de Tanguieta, maire Noma Aboubakar. Premier adjoint, Neka Alphonse. Deuxième adjoint, Houin Ourou Germain. Commune de Dassa, maire Lawine Amar. Premier adjoint, Kossou Pamphile. Deuxième adjoint, Bezenou Bewanou Christian. Commune de Lokossa, maire Hunza John. Premier adjoint, Dovi Komlan. Deuxième adjoint, Moncho Inyans. Commune de Cotonou, maire Nyankadja Luc. Premier adjoint, Saizonou Alette. Deuxième adjoint, Adjagboni Gassien. Commune d'Agbainzou, maire Oscar Kouholi Clétus. Premier adjoint, Zogo Alfred Donald. Deuxième adjoint, Huankun Léopold. Commune de Ndali, maire Sakamere Daouda. Premier adjoint, Lawani Alassane Abdou Nassirou. Deuxième adjoint, Bio Yerima Antoine. Commune d'Abomey, maire Passassi Franck. Premier adjoint, Humbadji Placide. Deuxième adjoint, Azon Cdou Judekael Komlan. Commune de Tukuntuna, maire Saï Patricia Pona. Premier adjoint, Manté Bienvenu. Deuxième adjoint, Sanga Pema Thierry Eugène Chouroué. Commune de Semekbodji, maire Singbo Mathias. Premier adjoint, Gankpen Roger. Deuxième adjoint, Kouzunhwe Kodjo Cyril. Commune de Toviklen, maire Chikpe Eskil. Premier adjoint, Soke Senamon Grégoire. Deuxième adjoint, Sotoji Pamphile. Commune de Bembereke, maire Lafia Moussa. Premier adjoint, Adam Souanon. Deuxième adjoint, Sani Gamian Ousmane. Commune de Natitengu, maire Wende Yama Tate.
Premier adjoint Ndatito Norbert. Deuxième adjoint Idakou Jean-Marc. Commune des Agégués. Maire Agbokoumansi Ernest. Premier adjoint Hunsa Panougo Marcelin. Deuxième adjoint Ategbe Paul. Commune de Ouida. Maire Ouechenou Christian. Reconduit. Premier adjoint Fourne Sabine. Deuxième adjoint Tchiakpe Oswald. Commune de Kandi. Maire Alazi Oseini Saka Zinatou. Premier adjoint Sabi Dege Ismailou. Deuxième adjoint Sabi Bio Iliasso. Commune d'Alada. Maire Nyangweyon Caliste. Premier adjoint Achondo Bernard. Deuxième adjoint Gbedji Paul Amel. Commune de Glazoué. Maire Agbaka Oguchoni Dieudonné. Premier adjoint Nyantona Djeou Basile. Commune de Glazoué. Maire Agbaka Oguchoni Dieudonné. Premier adjoint Nyantona Djeou Basile. Deuxième adjoint Kwasi David. Commune de Perere. Maire Mama Chabi Abdou Aruna. Premier adjoint Tassou Abbas. Deuxième adjoint Ba Koda Abdoulaye Djamiou. Commune de Djidja. Maire Katekeno Martin. Premier adjoint Asokou Germain. Deuxième adjoint Atinou Nazer. Commune de Banikwara. Maire Bio Ali Sabi Goré. Premier adjoint Bio Senon Bio Ngoy. Deuxième adjoint Alou Toko Ndoro. Commune de Kouandé. Maire Sabi Dan Bienvenu. Premier adjoint Mama Mounero. Deuxième adjoint Boyagi Banam. Commune de Savé. Maire Rafiou Chala. Premier adjoint Syriac Adjibodé. Deuxième adjoint Armand Pinsoton. Commune de Malanville. Maire Labo Gumbi Kassim. Premier adjoint Bio Marcos Imoru. Deuxième adjoint Moussa Imoru Amadou Alpha Zazi. Commune de Zogbodomé. Maire Hwessi Daniel. Premier adjoint Lokosi Edouard. Deuxième adjoint Langanfin Glele Amos. Commune d'Adjoun. Maire Félicien Hunkarin. Premier adjoint Edouard Faton. Deuxième adjoint Delphin Aholou. Commune de Toribosito. Maire Cosmo Ayao Akonde. Premier adjoint Philomène Tchingou. Commune d'Atiémé. Maire Assou François. Premier adjoint Agouchon François. Deuxième adjoint Aïna Guy. Commune de Houeyogbe. Maire Sosa Casimir. Premier adjoint Fanou Cyril. Deuxième adjoint Vignon Justin. Commune de Wassa Peunko. Maire Orumare Koto. Premier adjoint Sinaberogi Thomas Gilles. Deuxième adjoint Cécile André Béatrice. Commune de Zakota. Maire Ahosuboko Marc. Premier adjoint Dangelesa Bertrand. Deuxième adjoint Nougloï Félix. Commune de Bopa. Maire Jossou Abel. Premier adjoint Gando Célestin. Deuxième adjoint Akodjinou Gustave. Commune de Commun. Maire Tokweyon Goudjo Yao Edgar. Premier adjoint Edo José. Deuxième adjoint Dossou Bessan. Commune de Wessé. Maire Ayedou Biaou Romain. Premier adjoint Awo Marcel. Deuxième adjoint Tchenani Kokou Louis. Commune de Zanyanado. Maire Akponyeti Damas. Premier adjoint au maire Aïtchedji Odilon. Deuxième adjoint Ahouandjinou Franck. Commune de Kalale. Maire Garbasayi Abdouahabou. Premier adjoint Maman Sambo Amidou. Deuxième adjoint à pouvoir. Commune de Tofo. Maire Agmanzé Marguerite. Premier adjoint au maire Senkpota Évariste. Deuxième adjoint au maire Nyansounou Valentin. Commune de Grand Popo. Maire Aïkwe Kalos. Premier adjoint au maire Humpatin Raymond. Deuxième adjoint Jossou Alessandre. Commune de Kérou. Maire Wari Brissot Pierre. Premier adjoint Togi Bio Yakoubou. Deuxième adjoint Daouda Mahamadou. Commune de Segbanan. Maire Kora Abdul Razak. Premier adjoint au maire Sorokou Bio. Deuxième adjoint Kaoula Atinkou. Commune de Houenhi. Maire Zanou Bernard. Premier adjoint au maire Fatonde François.
Deuxième adjoint, Mechowaru Rodrigue. Soucieux du faible taux de participation aux précédentes élections couplées communales et législatives, les mouvements de soutien tels que Convergence Wadaï et les Amis d'Euro ont organisé un séminaire pour l'atteinte d'un taux de participation de 75% à la prochaine élection présidentielle. La rencontre s'est tenue dans un hôtel de la place dans la matinée du samedi 14 février et a connu la participation des autres mouvements de soutien, des acteurs politiques, des universitaires et des représentants de la société civile. Compte rendu ESAE TV. 75% de taux de participation à la prochaine élection présidentielle. C'est l'objectif que visent les mouvements de soutien Convergence Wadaï et les Amis d'Euro à travers ce séminaire stratégique afin d'analyser les récentes élections municipales et législatives et de proposer des solutions visant l'implication citoyenne dans les urnes. Nous voulons que pour l'élection qui s'annonce, celle de notre président, nous voulons faire mieux. Nous n'avons pas voulu faire le double, nous avons voulu aller au-delà du double. Mais comment y arriver? Nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir. Nous sommes là aujourd'hui pour identifier des pistes, des solutions, des actions que nous allons mener pour qu'au lendemain de l'élection présidentielle, nous soyons certains de ne pas vivre l'amertume du taux de participation précédent, mais avec joie de remarquer que les Béninois ont participé réellement au vote. Ce séminaire n'est donc pas une rencontre ordinaire. Il constitue un moment stratégique pour notre démocratie. En travaillant à porter la participation à 75%, puisque c'est notre objectif, lors de l'élection présidentielle d'avril 2026, nous contribuons non seulement à la mobilisation électorale, mais aussi à la consolidation de la légitimité institutionnelle du futur président de la République et de son gouvernement. Et pour y arriver, mouvements de soutien, acteurs politiques, universitaires et représentants de la société civile se sont réunis autour d'un panel animé par des experts en gouvernance. Atteindre 75% de participation en avril 2026, ce n'est pas un slogan, c'est un impératif démocratique, c'est un signal de maturité politique, c'est une exigence morale. Ce que nous attendons des panélistes, chers panélistes, nous ne sommes pas ici pour des analyses théoriques uniquement. Nous attendons de vous un diagnostic lucide et courageux des causes réelles de l'abstention. Des propositions concrètes, applicables dans nos quartiers, nos villages, nos universités. Au terme de cette rencontre, les participants ont touché du doigt la problématique et se promettent d'appliquer les différentes stratégies décelées pour une mobilisation citoyenne massive en avril 2026. On parle à présent de célébration. La Saint-Valentin est célébrée chaque 14 février et c'est une célébration largement associée à l'amour et à la romance. Selon la légende, l'empereur, pour augmenter le nombre d'hommes à la guerre, interdit les mariages. Plus tard, il s'en prendra à Valentin de Terni. Aujourd'hui, c'est Valentin quand il apprit que ce dernier mariait des chrétiens malgré son interdiction à lui. Dans l'élément à suivre, Anissé Yanvi, prêtre de l'Église catholique et directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, retrace les origines de la fête de Saint-Valentin. On l'écoute. Tout remonte à la civilisation romaine. À l'époque, tous les hommes devraient aller au front pour le combat. C'était dans un contexte de guerre. Et donc, afin de permettre à tous les hommes, afin de les motiver d'aller au combat, l'empereur Claudius II avait interdit formellement le mariage dans tout l'Empire romain. Ce qui est quand même en griffe anormale. Alors, le prêtre
Valentin, qui continuait donc d'accompagner des fiancés au mariage, réussissait à célébrer des alliances, mais clandestinement. Donc il bénissait, lui, il a continué, malgré l'interdiction de l'empereur, il a continué à bénir les mariages. Et lorsque l'empereur s'en est rendu compte, ce prêtre a été emprisonné et il va finir par mourir martyr. Le pape de cette époque-là a donc fait de lui le saint patron des amoureux pour tout le zèle missionnaire qu'il avait vis-à-vis des amoureux jusqu'au martyr. Et donc, vu qu'il a été fait martyr un 14 février, chaque année, à cette date du 14 février, ce saint patron des amoureux est célébré et on célèbre également la fête de l'amour. À la date de chaque 14 février, le monde entier célèbre donc la Saint-Valentin, comme je l'annonçais, un jour spécialement dédié à l'amour où des couples renouvellent leurs vœux de sentiments l'un envers l'autre. C'est également un moment choisi pour offrir des cadeaux à son bien-aimé. Que faut-il vraiment comprendre de l'utilité de cette fête? Des jeunes rencontrés à Cotonou ont livré leurs avis sur le sujet. EZAE TV pour les propos recueillis. Je dirais d'abord sur le fait que Dieu est amour et il nous a tant aimés, qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, et il a, par sa grâce, permis que nous puissions comprendre l'amour. Après, il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour des humains. Il y a l'amour qu'on a pour un père, pour sa mère, et il y a l'amour qu'on a pour la personne qu'on a choisi d'aimer. Parce que pour moi, l'amour, c'est une décision. Parce que quand on décide d'aimer, quel que soit ce qui arrive, on garde, en fait, on reste vraiment cloué, on reste vraiment soudé à la décision qu'on a eu à prendre. Et l'amour, pour moi, je dirais que c'est vraiment quelque chose de décisionnel. Ce n'est pas juste dans les émotions. Parce que émotionnellement, les émotions après peuvent finir. Mais quand on a décidé d'aimer, on est vraiment vrai, on est réel. Et dans l'amour, on pardonne, dans l'amour, on respecte. Dans l'amour, on n'en vit pas. Dans l'amour, on est patient. Et dans l'amour, on aime sincèrement. Et ça se prouve dans les actions. Ça se prouve dans les actes. Ça se prouve dans l'amour de le manifester. Dans la façon plutôt de le manifester. L'amour, en fait, on ne peut pas expliquer. Si on doit le vivre, on doit vivre l'amour pour savoir comment l'expliquer au fait. L'amour, c'est quelque chose de profond, de très sincère. Donc ça doit être réciproque pour qu'on puisse faire chose là. Ça doit être mutuel entre chacun, entre partenaires pour qu'on sache que chose là, que l'amour est chose là. L'amour c'est quelque chose de très sain. L'amour c'est l'affection que j'ai pour quelqu'un. L'amour existe. Selon moi, l'amour existe. Si l'amour n'existait pas, est-ce qu'aujourd'hui on peut offrir quelque chose à une chérie ou bien à une maman? Bon, je dirais l'amour existe toujours. Si l'amour n'existait pas, on ne verra pas sur les réseaux sociaux que les gens achètent des voitures pour leur chérie et autres. Donc selon moi, l'amour existe. Aujourd'hui, avec l'argent, avec tout ce que l'on peut voir, avec l'influence des réseaux sociaux, oui. Pour certains qui veulent faire, on va dire quoi? Le m'as-tu vu? Ceux qui veulent un peu, je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire? Ceux qui veulent vraiment se monter, ceux qui veulent fausser, c'est ceux-là peut-être qui se trompent. Mais l'amour, l'amour existe encore. L'amour existe encore. Le simple fait déjà que moi, j'ai permis que vous puissiez me filmer, c'est déjà une preuve d'un sentiment. Je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire ce pas, permettre qu'ils puissent me filmer, ça va certainement aider, c'est un pas d'amour. Maintenant, 2 fois pour certains, ayant été trahis, ayant vécu certaines situations, le cœur s'est un peu resserré. C'est ce qui les emmène à peut-être ne plus comprendre vraiment ou ne plus vraiment se donner pleinement à l'amour. Mais sinon, l'amour existe toujours. L'amour est là au milieu de nous. Il faut juste savoir recevoir et pour la donner. Et puis on dit, on donne sans attendre en retour. L'amour, c'est donner sans attendre en retour. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, les gens veulent donner tout en s'attendant à recevoir quelque chose. C'est peut-être ce qui vient après fausser l'amour pour certains. Mais sinon, l'amour, c'est de donner. Donner sincèrement.
sans rien attendre en retour. Et je sais qu'il y a des gens qui donnent sans rien attendre en retour. Et pour moi, oui, l'amour existe. Avec quelqu'un, c'est de démontrer que tu es toujours là pour lui, mais pour elle. Et tu peux la personne à qui tu peux dire tes problèmes, la personne qui peut t'aider à avancer, à aller de l'avant, quoi. Il y a d'autres qui sont là par intérêt, il y a d'autres qui sont là par amour. Mais en fait, c'est Dieu qui donne la bonne personne quand même. C'est la chance qui fait que tu tombes sur la bonne personne. Deux personnes sont ensemble, on appelle ça l'amour. Et si vous aimez bien et vous pensez à l'un de l'autre souvent, ça veut dire que l'amour existe si vous aimez, mais ça n'existe pas si vous ne les aimez pas. Voilà. Si vous avez confiance en vous-même, ça va aller. Mais s'il n'y a pas de confiance, ça ne va jamais aller. Parlons toujours de l'amour. Ce sentiment pour beaucoup apaise un être et favorise un bon équilibre de vie. Cet élément de BNTV nous en dit plus. Aimer. Un mot simple, mais un sentiment puissant. Ce lien invisible rapproche les êtres et donne du sens aux relations amoureuses ou humaines. Pour beaucoup, l'amour est avant tout une émotion. Mais au-delà de ce sentiment profond, l'amour peut-il aussi améliorer la santé? L'amour apporte la santé, la paix du cœur. On est très à l'aise quand on se sent aimé. Aimer, se sentir aimé apaise beaucoup. Cela règle beaucoup de problèmes. Ça fait du bien à l'organisme, on dirait que c'est encore même un médicament pour la santé même. L'amour, ça peut même guérir une personne. Ça peut t'amener à la vie. Parce que si tu étais souffrant et que tu trouves de l'amour, ça peut t'amener à te retrouver, quoi. Se sentir aimé, vraiment, ça donne la paix du cœur. C'est vraiment une bonne chose pour la santé. Ils sont unanimes. L'amour apporte bien-être, réconfort et participe à un meilleur équilibre de vie. Lorsque vous êtes aimé, l'organisme produit ce qu'on appelle des hormones. Ce sont des substances internes qui permettent d'améliorer l'humeur. On parle souvent de l'ocytocine, de la dopamine, de la sérotonine. Ce sont des hormones, des substances qui vous permettent de vous sentir bien en vous. L'amour influence fortement le système immunitaire, la résistance aux maladies. Votre système immunitaire va essayer de lutter contre tout ce qui va être nuisible. Donc forcément, vous vous sentez plus fort. Le sentiment d'être aimé, ça lutte contre l'installation de certaines maladies cardiovasculaires et de certains troubles mentaux. Les bienfaits de l'amour ne s'arrêtent pas au physique. Ils prennent aussi en compte le mental. C'est un bon remède naturel contre la dépression, contre le stress, contre l'anxiété et tout ça. Vous êtes épanoui en vous, vous êtes bien. Et s'agissant d'amour dans les couples, une autre dimension intervient, le rapport sexuel. L'amour et surtout l'acte sexuel bien fait, participe au renforcement du système immunitaire. Les relations sexuelles sont un genre de sport. Physiquement, ça apporte quand même parce que déjà vous allez suer, ça va vous permettre de libérer beaucoup de toxines de votre organisme par les pores, mais aussi sur le plan émotionnel parce que vous allez avoir une décharge émotionnelle qui vous met bien. Qu'il soit affectif, relationnel ou émotionnel, l'amour sous toutes ses formes reste donc un facteur de bien-être et d'équilibre. Cultiver l'amour, c'est aussi prendre soin de sa santé et celle de l'autre. Autre registre, la cérémonie de port de galon du général de corps d'armée aérienne Bertin Bada, élevé au prestigieux rang, au prestigieux grade du général d'armée aérienne 5 étoiles s'est tenu le lundi 9 février dernier dans l'enceinte du ministère de la Défense nationale. Un moment d'une haute importance, d'une haute portée symbolique marqué par la présence de plusieurs autorités civiles, militaires et diplomatiques venues saluer cette élévation historique au sein des forces armées béninoises. ESAE-TV pour plus de détails.
C'est dans une atmosphère empreinte de solennité que s'est tenue au ministère de la Défense nationale la cérémonie militaire d'élévation du général de corps aérien Bertin Bada au grade de général d'armée aérienne. Un moment historique, une première dans l'histoire des forces armées béninoises depuis leur création. Une accession au pinacle militaire qui ne révèle ni du hasard ni du favoritisme. Tout dans le parcours de l'homme respire la rigueur, le mérite et un dévouement absolu à la nation. L'homme est de surcroît l'officier supérieur le plus ancien, encore en service, au sein des forces armées béninoises et même de toute l'administration publique. Symbole vivant de constance et de fidélité au drapeau, il totalise plus de 43 ans de bons et loyaux services. Incorporé dans les forces armées béninoises le 20 janvier 1983, à l'issue du très sélectif test psychotechnique de l'armée de l'air, vous entrez d'emblée dans un univers d'exigence, de sélection et de dépassement de soi. Formé à l'Institut aéronautique d'Amaury de la Grange, puis à la base aérienne d'Avord, vous devenez pilote civil, puis pilote militaire, maîtrisant très tôt ce que peu d'hommes peuvent revendiquer, la rigueur du sol et la maîtrise du ciel. Commandant de base, chef de division, chef d'état-major de l'armée de l'air, instructeur pilote, commandant de bord, vous incarnez une autorité tranquille, fondée sur la compétence et les ans. En général, votre envergure stratégique repose sur une formation militaire d'élite. État-major, école de guerre, Université de la Défense nationale en Chine, Institut des hautes études de défense nationale à Paris. Ce socle intellectuel allié à votre expérience opérationnelle a conduit le chef d'État à vous confier depuis 2016 la fonction cardinale de directeur de cabinet du président de la République. Pilote aguerri dont la maîtrise force l'admiration, officier d'une précision rare et d'un sang-froid exemplaire, le désormais général d'armée aérienne Bertin Bada a occupé avec une régularité impressionnante les postes les plus stratégiques de l'appareil sécuritaire national. Chaque fonction, chaque responsabilité a été assumée avec le même sens du devoir, la même exigence envers lui-même, la même hauteur militaire, selon les témoignages. À la croisée du pouvoir politique et du commandement militaire, notamment en qualité de directeur de cabinet militaire du président de la République, il a incarné l'équilibre, la loyauté et la maîtrise qui caractérisent les grands serviteurs de l'État. À la tête de plusieurs organes nationaux de sécurité, vous avez su coordonner, anticiper et décider dans l'intérêt exclusif de la nation. Premier au Bénin à franchir successivement les seuils prestigieux de général 4 étoiles puis de général 5 étoiles, il s'est vu décerner au fil des années de nombreuses distinctions, tant nationales qu'internationales, témoignant de l'éclat d'un parcours exemplaire. Vous êtes médaille d'argent de la défense de la République populaire de Chine, médaille d'or de la défense nationale de France, médaille d'or de la défense nationale du Bénin, chevalier de l'ordre de mérite de France, chevalier de l'ordre de mérite du Bénin, chevalier de la Légion d'honneur de France et grand officier de l'ordre national du Bénin. Un sentiment de joie immense quand c'est le summum même d'une carrière qui s'est déroulée sans calcul, mais avec esprit de suite, esprit de travail bien fait, d'amour, et d'application dans son travail. Bien faire son travail et laisser dire. Voilà. C'est un exemple franchement à suivre. C'est un touche à tout. Un touche à tout, mais qui ne se décourage jamais et qui sait bien faire les choses. Comme on le dit, faire bien son travail et ne rien demander en retour. Oui, le reste suivra. C'est une joie immense qui m'anime parce que Bertin Bada a été un collaborateur. Lorsqu'il était directeur de cabinet militaire, il était mon collaborateur. Donc je l'ai passé le témoin. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de venir à son port de galon du général d'armée
Parce que jusque-là, dans notre pays, on n'avait que les généraux de brigade et de division. Bada a pu passer les généraux de brigade, de division, de corps d'armée et général d'armée. Donc c'est une fierté pour moi. Donc comme l'a dit quelqu'un, ce grade-là, ce n'est pas une faveur, c'est un mérite. Bada, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. Donc ce qui vient de se passer ce soir, ça consacre vraiment ce que le général Bada est dans ce pays. En tant que militaire, je suis tout à fait heureux de voir qu'un de mes collègues, un de mes patrons a porté le galon du général d'armée aérienne 5 étoiles. C'est une première dans l'histoire des forces armées béninoises et je me réjouis pour lui. Je suis heureux au regard de ce qu'il a traversé. Je crois que c'est un galon qui est tout à fait mérité et je me joins à lui pour exprimer ma joie. Même si aujourd'hui lui-même, malgré l'événement, il vit encore dans le rappel de ce qu'il a vécu il n'y a pas si longtemps. Et pour ça aussi, je suis de tout cœur avec lui. Mais derrière l'uniforme et la fonction, il y a l'homme. Un homme marqué par l'une des plus dures épreuves qu'un soldat puisse affronter. Le 7 décembre 2025, lors de l'attaque de son domicile par des mutins venus ébranler la République, il perd son épouse. Celle qu'il appelait l'amour de sa vie et qu'il décrivait comme son centre d'équilibre. Elle est tombée sous les balles de la trahison, victime d'un combat qui n'était pas le sien. Et malgré cette blessure irréparable, Bertin Bada est resté debout, fidèle à son serment, fidèle au drapeau national. Dans un environnement régional et international marqué par l'incertitude, le chef militaire suprême doit, selon la belle formule du général Pierre de Villiers, être un absorbeur d'inquiétude et un diffuseur de confiance. C'est cette mission que la nation vous confie solennellement aujourd'hui. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, je vous adresse mes félicitations républicaines et militaires pour cette élévation au grade de général d'armée aérienne. En portant ces 5 étoiles, une vérité s'impose. L'honneur devient mission et le grade devient engagement. La nation ne lui remet pas seulement un galon, elle lui confie son présent et une part de son avenir. La cérémonie s'est déroulée en présence de la haute hiérarchie militaire, de membres du corps diplomatique, des membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires, toutes venues témoigner de leur respect, de leur reconnaissance et de leur soutien à un homme que la nation, la République, regarde désormais comme l'un de ses plus illustres serviteurs. Depuis 2016, au Bénin, le pays intensifie la lutte contre la corruption sous le principe de tolérance zéro. Le gouvernement a mis d'ailleurs en place diverses réformes structurelles. D'après le bulletin 2025 publié par Transparency Emergency, l'indice de perception de la corruption, la stabilité du Bénin se confirme. Le pays demeure l'un des pays les mieux classés d'Afrique de l'Ouest avec un score de 45 points sur 100, identique à celui enregistré en 2024. Face à cette notation, le secrétaire général à la commission, le secrétaire général du Haut Commissariat de lutte contre la corruption réagit. On écoute Charles-Olivier Atindéou pour plus de détails. Ce que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption retient, c'est que le travail est fait parce que 45 sur 100 dans ce classement, c'est pas négligeable. Quand bien même on aurait bien voulu voir nos efforts ou la réalité du terrain être matérialisée par 50 sur 100, 60 sur 100. Au Bénin, un travail est fait, un travail qui n'est pas totalement exprimé par ces 45 sur 100. Je ne partage pas les éléments qui permettent d'aboutir à cet indice. Il y a 13 sources, nous dit-on. Pour l'année 2025, sur ces 13 sources, il n'y a que 6 qui ont été exploitées. J'estime foncièrement qu'on mérite mieux. Et ce qui a été agrégé ne témoigne pas de toute la réalité au Bénin, que la corruption a reculé au Bénin. Ce qui prouve les chiffres, vous pouvez demander à l'ensemble des organismes autour du HCPC, Saintif, CRIET, BEF, ainsi de suite, de vous communiquer les données.
L'agriculture béninoise est en pleine mutation. Elle représente aujourd'hui plus de 26% du produit intérieur brut et s'impose comme l'un des moteurs essentiels de l'économie nationale. Depuis 2016, la transformation profonde est engagée dans les campagnes investissement massif, création de 7 pôles de développement agricole, valorisation de 5 filières locomotives, le riz, le soja, l'ananas, le coton et l'anacarde. Ces avancées sont mises en lumière dans ce documentaire dénommé Terre d'avenir, la révolution agricole du Bénin. Et dans cet extrait, des transformateurs bénéficiaires témoignent. Dans le cadre de nos activités avec les différents partenaires, nous avons reçu des accompagnements de PROCA via les projets tels que PADAM, également de FNDA. C'est également via FNDA que nous avons pu mobiliser des crédits. Également avec PADAM, c'est des appuis en équipement tels que des trieuses optiques. Il y a également les mini-rizeries par endroit, des épierreuses de riz, également les calibreuses. Il y a également les contrats institutionnels. Cette année, nous avons signé déjà un contrat de 200 tonnes, dont le contrat est déjà bouclé et les produits sont déjà rendus disponibles. Ici, nous sommes sur le site de Glasgow et derrière moi, c'est le stock de Anan que nous avons fait dans ce magasin-là, qui met en place des vivres pour les cantines scolaires, c'est-à-dire les écoliers. Sur les 200 tonnes, ici, dans ce magasin, il y a 45 tonnes. Et dans les autres communes, il y a à Dassa, par exemple, il y a 40 tonnes. À Bante, nous avons 80 tonnes. Et à Ouessé, au Goudo, nous avons 35 tonnes, ce qui fait les 200 tonnes que nous avons au profit de Anan. Avant les années 2016, on rencontre tellement de difficultés par rapport à la production du soja surtout et de l'anacarde. Non seulement que l'acajou a occupé une bonne partie de la portion cultivable que nous avons dans la commune, ça fait que les autres cultures annuelles que nous produisons, on a tellement de difficultés parce qu'il n'y a plus d'espace. Et à travers le projet qui nous a appuyés à faire les activités d'élagage et d'éclaircissement, on a pu bénéficier des portions à l'intérieur des plantations de cajou pour cultiver les cultures annuelles comme par exemple le soja. Et par rapport à la culture du soja, et avant 2016, j'étais à moins de 1 tonne à l'hectare. Mais après avoir bénéficié de tous ces atouts, aujourd'hui, la productivité a augmenté et je suis au-delà de 1,5 tonne à l'hectare. Avant 2016, dans mes plantations ici par hectare, je suis à moins de 500 kg par hectare. Mais cette fois-ci, je pense que je prévois déjà avoir cette année récolté au moins 1 tonne par hectare dans ma plantation d'anacarde. Les différentes réformes que nous avons connues dans le monde agricole a fait qu'on a une nouvelle condition de vie. Quand vous rentrez aujourd'hui dans le ménage des producteurs, vous verrez qu'il y a une amélioration. Les producteurs de soja ont bénéficié de beaucoup d'avantages. D'abord par l'organisation des producteurs de soja, par la mise en place des coopératives communales et l'interprofession. Pour la campagne 2025-2026, toutes les CPS et CCPS sur le plan national ont bénéficié de l'appui de l'ISOJA par la mise en place des crédits aux producteurs au niveau de plusieurs institutions de microfinance pour booster la production du soja. Notre soja là pas le poids. Et non il y a le taro podio. Et non il y a bon namo 800 tonnes le taro podia. 800 kg et ya. Mais si vous ne traitez pas bien le chemin bon on va l'églio. Nos doji nous comme des mi compte mi namoro e wu kaji. We do me on. Do etang podio na do mogu 1 tonne 300 1 tonne 400. We o me dion. Juro ma wo na gba 1 tonne 500 1 tonne 600 nam. Ni soja che yon. Boni ya bi. O ko plebo dati me boton bi yo. No beru magasin bono yo sipi. Ni yo yo. Et non do prix niveau et dio. Ni mako prebo janzan ko dian. Et non akon de agban de gben magasin bono yi. Ba après ya ko boni yo yo. Et non do bon no se stratégie. Bono berin magasin tondo saval fene. Boy no pesé. Bono nami bodero après no yi ko.
Amo soja we minoblo mais amo soja fait wa. Bon, minoblo pede we nene pe video kilo to enne mo we minoblo. Minoblo ro atisa we. Pero ko iwa yo mi do me na wa gwa lo ka mi ro fi pede. Wo mi do to ko jo ko gbero po titan wa o be ko wa. Bí èmi wá mọ ọkọ rò fi gbàngbàng ẹ lọ ni ẹ wá gba ọkọ ọnù mi rò fi wùzùwùzù hàn wá gbọ ẹzámi tẹtọ mi ọ èsù gbọ lówó ẹnu mi náà sà mọ ẹnu di sà alọ gbogbo ẹ wá gọnu mi ọ mi wá mọrọ àmọdé mi náà dá ẹ kó wùzù àmọ sí pẹ bọdù wọn tó kọ bìjà mọ bọ ẹ náà tó gúdó àfihàn di sà dáhùn bọdù wọn mi tẹ sọ sáàkì ló ń kó da ẹ náà pé à filẹ ẹ lọ àzọmẹ ìwé ọfìn ẹjà mi náà dé. Nous sommes ici dans la commune de Djidja sur une exploitation témoin où nous sommes en train de mettre en place un dispositif pour rassurer les producteurs qu'on peut bel et bien produire de l'ananas dans les zones d'extension. Tel que vous voyez, nous sommes en train d'emblaver une superficie de 100 hectares d'ananas. Et c'est le lieu aussi de remercier la TDA et puis le projet Pacofid qui en son temps nous ont réalisé un peu de dessouchage et labour avec la mise en tête, c'était l'année passée. Actuellement, les intrants sont subventionnés en nous réduisant le coût à 100 francs par flacon ou bien par litre des insecticides. Par rapport à ça, même si on associe, on rassemble maintenant les 100 francs par litre ou bien par flacon de produit, vraiment c'est très important. Je faisais le coton avant, je trouvais au moins 1,5 tonne à l'hectare ou 1 tonne 200 comme ça. Mais actuellement, je suis sûr que je peux avoir plus de 2 tonnes ici. Si la production marche, l'apport de l'argent, ça serait rapide. Et si vous avez de l'argent, vous êtes obligé d'investir. Même ici, c'est ma femme. Si je vous montre ma maison en tant que salle comme ça, vous allez dire que non, c'est pas moi. Bon, même si vous allez en ville, ça, on ne va même pas vous montrer ça. D'abord, déjà à l'entrée, en tout cas dans la commune, il n'y a pas un arrondissement qui n'a pas une école, collège. Et c'est les producteurs eux-mêmes qui ont construit ça. Et bien construit, bien clôturé avec la résidence du directeur, avec le bureau des professeurs dans toute la commune de Banikoa, tous les arrondissements. Ça fait que la ville même jusqu'aux hameaux ont changé. Dans un autre extrait, de Terre d'avenir, la révolution agricole du Bénin, le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui fait le point des performances du pays. Il explique notamment comment le Bénin s'est hissé au premier rang dans certaines filières et figure désormais parmi les 5 à 10 premiers pays à niveau régional et au sein de la CEDEAO. On l'écoute. Au terme du processus de la 5e revue biannuelle de cet engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement à Malabo, le Bénin obtient la note de 7,15 sur 10. Il a fait un progrès de 66% sur la décennie de 2015 à 2024. Le Bénin est donc classé premier dans l'espace CEDEAO et 5e de nations africaines qui affiche une agriculture performante. En effet, cette performance, c'est le fruit des réformes opérées et des investissements soutenus consentis par le gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur agricole depuis 2016. Ces investissements représentent aujourd'hui, à la fin de 2024, 10,89% des dépenses générales de l'État sur une cible de 10% que s'est fixée l'Union africaine. C'est d'abord et avant tout une planification rigoureuse. C'est parce que nous avons, le président a une vision très claire de développement à faire et de modèle économique que nous avons choisi pour le faire. La deuxième chose, c'est le suivi rigoureux de cette planification et la mise à disposition des facteurs essentiels. Le premier de ces facteurs, c'est les intrants qu'il faut pour notre agriculture. Le second, c'est aussi la mécanisation, la modernisation de notre agriculture. Le troisième facteur auquel nous sommes attaqués régionnalement aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'eau. Les implications sur la vie des exploitants, en effet, de 2016 à ce jour, nous avons plus de 300 000 emplois générés. Au niveau de l'exploitation même, nous avons atteint un revenu moyen de 215 000 pour les petits exploitants et de 1 280 000 pour les gros exploitants. La production brute est une chose, mais la transformation agroalimentaire crée des chaînes de valeur et renforce la résilience économique.
Nous devons travailler pour que notre soja, le cajou, l'ananas et que sais-je encore subissent des transformations agroalimentaires, créer de la valeur, créer plus d'emplois et permettre la résilience de notre économie. L'investissement dans le secteur agricole devient une réalité. Les demandes sont fortes. L'éligibilité des candidats à des financements maintenant est devenue une chose beaucoup plus aisée que par le passé. J'ai la conviction ferme que tel que nous sommes partis, on ne se mettra, ne nous l'attendra pas facilement. Les députés de la 10e législature du Parlement béninois ont été officiellement installés le 8 février 2026 au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Au terme de leur installation, quelques-uns ont livré leurs impressions. Au micro de nos reporters, nous vous proposons de suivre dans cet élément Émilie Tibouté, Fatouma Tony Gimba et Ali Djanatou Saliou. Une reconnaissance à toute la nation béninoise, une reconnaissance au parti politique BR et à son président, au bureau exécutif national, parce que nous avons été positionnés, aux populations de la 4e circonscription électorale. Donc, nos profondes reconnaissances, et comme je le dis toujours, c'est une grande responsabilité. Donc cette législature s'inscrit dans la continuité des réformes pour pouvoir véritablement contribuer au développement de notre pays entamé depuis 10 ans. Une séance de remerciement à l'endroit de ceux qui ont cru aux idéaux de l'Union progressiste Le Renouveau et qui m'ont permis d'être aujourd'hui pour le compte de la 10e législature. Également, je vais placer ce mandat de la 10e législature sous l'intérêt général de la nation. Je vais voter des lois qui vont permettre à mon pays, mon cher beau pays, le Bénin, qui a déjà commencé d'ailleurs par avoir un visage sur le plan national et international, qui a montré notre visage de développement. Mon pays, le Bénin, a déjà décollé. Mon pays, le Bénin, est reconnu sur le plan international par son travail bien fait et par son leadership grâce au président Patrice Talon. Je vais travailler pour y améliorer davantage. C'est une réélection et évidemment le devoir, la responsabilité de servir le pays est l'objectif principal, n'est-ce pas, de mon désir à vouloir revenir à l'Assemblée nationale. À l'endroit de mes mandants, je leur dis que nous sommes à l'Assemblée nationale pour prendre en compte, nous les avons écoutés, nous savons leurs besoins et que notre présence ici, c'est naturellement pour eux, pour les représenter dignement avec responsabilité. La zone industrielle de Glodjigbe, G10, incarne l'ambition industrielle du Bénin, née d'un partenariat public-privé entre l'État béninois et le groupe Erez. Elle vise à accélérer la transformation locale des matières premières comme le coton et l'anacarde, est porté par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie. Le projet prévoit un investissement de 1,4 milliard de dollars et la création de plus de 300 000 emplois directs d'ici 2030 sur un site de 1640 hectares. Létondi Béton, directeur général de la CIPI Bénin, apporte des précisions dans cet extrait du documentaire que nous vous proposons. Vous savez, avant 2016, nous avions une économie qui était essentiellement basée sur les recettes fiscales et douanières et également sur les recettes d'exportation issues de l'exploitation des matières premières agricoles, notamment le coton, le soja, les noix de cajou, le karité, l'ananas, etc. Mais en 2016, le Bénin a connu l'accession au pouvoir du président Patrice Talon, qui a estimé qu'il fallait changer de façon radicale, de façon structurelle, notre économie. Et c'est dans la quête de cette transformation structurelle que le président a eu la vision de désormais faire porter notre économie par un certain nombre de secteurs. Et donc, c'est cette volonté de transformer notre économie qui a conduit
a identifié un partenaire, notamment le groupe Arise, qui a mis en place, avec le gouvernement de la République du Bénin, une joint venture qui est la CIPI. CIPI Bénin SA est la société en charge de l'aménagement, du développement, de la promotion et de l'exploitation de la zone économique spéciale de Glodigbé. C'est une zone qui couvre 1640 hectares. Et donc, cette zone a été créée en février 2020. Nous avons engagé les premiers travaux d'infrastructure en juin 2021. Et donc, à ce jour, nous avons aménagé la première phase qui couvre une superficie de 400 hectares. Bien que le Bénin est aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique depuis pratiquement 5 ans. Et donc, ce coton, les fibres, bien évidemment, ont toujours été exportées à l'état brut. Mais désormais, grâce à cette zone économique spéciale, la zone industrielle de Glodigbé, connue sous le nom de GDIZ, nous transformons ce coton de la fibre au vêtement. Donc, nous avons la filature, le tissage, le tricotage, la teinture et la confection de vêtements. Et donc, aujourd'hui, dans cette zone, nous avons 3 unités intégrées de textile qui transforment à peu près 40 000 tonnes de fibres sur à peu près plus de 300 000 tonnes de fibres que le Bénin produit, ce qui fait à peu près 12,7% de notre production de fibres. Nous sommes aujourd'hui capables de produire des tissus, de produire des draps, des serviettes, des vêtements qui sont vendus un peu partout dans le monde. Nous avons des clients à qui nous livrons des vêtements. Il y a des clients qui sont bien connus, notamment Kaby, TCP, Children's Place. Nous avons également US Polo Association. Tout ce que les forces de défense et de sécurité aujourd'hui portent comme uniforme sont fabriqués ici, sont confectionnés ici dans cette zone industrielle de Glodigbé. Et donc ce développement va se poursuivre et sur les 10 prochaines années, nous attendons à peu près 300 000 personnes qui seront employés dans cette zone. On parle d'emplois directs. Bien évidemment, en termes d'emplois indirects, c'est à peu près 600 000. Nous avons également des ressources minières que nous transformons dans cette zone, notamment l'argile, le kaolin. Nous avons une unité qui est installée dans la zone qui produit des carreaux, à peu près 3 500 000 mètres carrés de carreaux par an. C'est une première au Bénin. Je tiens à rappeler le soutien important que le gouvernement de la République du Bénin a pu apporter à cette zone depuis sa création. Je peux dire que ce soutien a été, disons, a eu un effet catalyseur sur le développement et l'accélération du développement de la zone. Et donc, le gouvernement a travaillé à amener l'eau, l'énergie, la fibre optique et aujourd'hui le gaz. Alors, à ce jour, sur les premiers 400 hectares que nous avons aménagés, en un temps record, tenez-vous bien, on était supposé aménager les premiers 400 hectares sur une période de 8 années. Nous avons été capables de les aménager en 16 mois, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir à peu près 36 investisseurs avec qui nous avons signé des contrats de réservation. Quand on parle de contrats de réservation de parcelles, ce sont des investisseurs qui se sont engagés à s'installer dans la zone. Alors, sur ces 36 investisseurs, nous avons une quinzaine d'investisseurs qui sont déjà opérationnels. Les perspectives sont très bonnes. Aujourd'hui, nous sommes sur la première phase de la zone et donc nous allons développer les 1240 hectares restants. Donc, nous avons engagé progressivement le développement de la phase 2. Nous avons signé quelques contrats de réservation de parcelles dans la phase 2. Et comme je vous l'ai dit, si tout va bien et
au rythme où la zone est en train de se développer, nous pensons que nous allons pouvoir développer l'entièreté de la zone entre maintenant et les 5 prochaines années à venir. La police républicaine a reçu un lot important d'appui logistique offert par la République populaire de Chine. La remise officielle de dons a eu lieu le 11 février dernier à Cotonou, en présence de l'ambassadeur de Chine, du ministre béninois de la Sécurité publique et des représentants de la police. Des précisions avec Bénin TV. L'Empire du Milieu a mis à la disposition du Bénin un important lot de matériel pour renforcer le dispositif sécuritaire à l'échelle du pays. C'est sur l'ancienne base des CRS 6 à Zobo que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est venu réceptionner ces véhicules pick-up. Une vingtaine au total pour renforcer les capacités opérationnelles de la police républicaine. Ces moyens roulants sont doublés de matériel logistique pour un montant évalué à environ 1,5 milliard de francs CFA. Le lot de matériel comprend des équipements de protection individuelle, des matériels de communication, des équipements pour le déminage et aussi le robot pour désactiver les explosifs. L'occasion a été saisie par le ministre Alassane Seydou pour saluer les retombées d'un partenariat gagnant-gagnant. Il est un secret de polichinelle que la République populaire de Chine constitue pour le Bénin un partenaire stratégique de premier plan. Le matériel roulant et équipements en constituent le témoignage éloquent. Ces matériels roulants et équipements donneront sans nul doute un souffle supplémentaire à la police républicaine. Ce don vient allonger la liste des appuis chinois au secteur de la sécurité intérieure au Bénin. Cette cérémonie s'est refermée sur la signature par les deux parties des documents qui consacrent cet acte de donation. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein et la promotion de sensibilisation par l'expression artistique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec les institutions universitaires du Bénin, lance le concours Mon sein en 180 secondes, une initiative qui vise à mobiliser la communauté universitaire du Bénin autour de la sensibilisation au cancer du sein à travers des performances artistiques fondée sur des données scientifiques. Plus de détails à travers cet élément signé Bénin TV. Les candidats ont jusqu'au 8 mars pour postuler. Mon sein en 180 secondes est un concours d'expression orale et artistique qui invite les candidats à porter un message de sensibilisation au cancer du sein, le tout en 180 secondes. Ce concours encourage une approche interdisciplinaire intégrant les sciences médicales, les sciences sociales, l'économie de la santé et les politiques publiques. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce projet traduit une orientation claire, faire de l'université et de la recherche des acteurs centraux de la réponse aux enjeux sanitaires nationaux. Le lancement de ce concours n'est pas un hasard. Il coïncide avec la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. La Journée internationale des femmes et des filles de sciences met en lumière le rôle essentiel des femmes dans la recherche, où malheureusement elles restent sous-représentées avec moins d'un tiers des chercheurs mondiaux, et vise à promouvoir l'égalité des genres et l'accès des femmes au domaine scientifique. Diagnostiquer précocement le cancer du sein permet non seulement de gagner du temps sur la maladie, mais d'accorder de réelles chances de guérison à la patiente, mais également un traitement moins lourd pour une meilleure qualité de vie. Chers apprenants, dès ce soir, nous vous identifions comme de véritables pionniers, de véritables leaders en matière de sensibilisation. À l'issue de ce concours, 3 prix du jury et 1 prix du public vont être décernés.
Ce vendredi à l'ESAE, site de Cotonou-Badjiromédé, les étudiants ont mis leurs tenues traditionnelles, les plus belles tenues traditionnelles, pour célébrer la diversité culturelle et leurs racines. Une journée haute en couleurs où chaque habillement racontait une histoire, un héritage ou une identité. Au micro de nos reporters, les étudiants ont partagé leur expérience et leur fierté d'être habillés en tenue traditionnelle. On les écoute. Je porte un kanvo avec bomba et un foulard. Je représente un peu les Yoruba. Tête différemment nouée pour les femmes, une tenue relaxe qui se rapproche moins du corps, accompagnée des pagnes à la taille. Pour les hommes, la tenue s'inscrit dans ce même rythme avec ou sans le chapeau traditionnel gobi. Désormais, c'est la tradition tous les vendredis à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Une initiative du bureau universitaire estudiantin avec pour objectif de promouvoir la mode locale. C'est nous qui avons initié cette journée aujourd'hui pour que les vendredis, tous les étudiants puissent se mettre en traditionnel, bomba. Et on a décrété ce jour pour que chacun d'entre nous montre sa facette sur cet horizon, c'est-à-dire le bomba, le traditionnel. On aimerait voir à quoi les gens ressemblent et on est vraiment content puisqu'on a remarqué beaucoup de gens charismatiques et très bien habillés. L'objectif, c'est de transformer chaque vendredi en une journée spéciale, puisque chaque vendredi, nous allons organiser un truc comme ceci pour pouvoir inviter les étudiants à changer d'humeur, à s'amuser, à vraiment se déstresser. Le bomba tire ses racines de la culture béninoise avec des variantes comme le taco, porté traditionnellement par les princes, se caractérisant par un long boubou en pagne tissée. C'est une tenue indémodable, adaptée à la vie quotidienne, au travail et aux cérémonies. Moi, je suis d'Abomey et souvent, Abomey, c'est souvent les trucs comme ça que nos parents portent, nos aïeux portent, les bombas, bras longs et pagne avec foulard sur la tête. Normalement, foulard, ça doit remplir toute la tête, mais moi, comme mes cheveux sont un peu trucs là, j'ai dû opter pour ça. Je suis beaucoup passionnée par tout ce qui est habillement traditionnel. Et aussi, j'ai ma mère qui est dans le domaine, elle est photographe et elle habille les gens. Ça me montre que je suis béninoise et ça me rend fière de montrer la tradition, les tenues locales, tout ça. Naturellement, j'aime rester simple dans mes choix d'habits. Et puis, je suis d'Abomey. On porte très souvent le bomba sans ajout, sans décoratif. Du coup, j'ai préféré prendre ceci. Une initiative appréciée par les étudiants. Je remercie beaucoup notre fondé qui nous laisse nous habiller en civil le vendredi. Cela nous permet vraiment de se mettre en condition comme moi, je le pense réellement, de vraies conditions, comme si nous allions travailler ou aller quelque part d'autre qui ne ressemble pas à l'université. Or, nous venons à l'université et ça, moi, je trouve que c'est super. Je pense qu'il faudrait, au fil des années, qu'on puisse réorganiser cet événement tous les ans pour pouvoir faire d'abord la promotion de notre culture, ensuite de l'établissement. Pour montrer qu'à part les études, les étudiants savent aussi promouvoir leur culture. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça va permettre à chacun de connaître l'ethnie de l'autre et voir comment nous sommes belles beaux et belles dans nos vêtements traditionnels. Et moi, je pense que c'est bien. Ça va nous aider parce qu'on est plus beau avec ça, on est à l'aise quoi. On se sent mieux avec cette tenue. Les vendredis déjà décrétés à l'université ESAE comme vendredi culturel se réinventent ainsi avec cette mode. À présent, nous vous invitons à suivre quelques étudiants qui apprécient l'initiative. Ils sont toujours au micro de nos reporters. Déjà, je salue l'initiative qui a été mise en place pour cette journée. Je suis vraiment à l'aise de m'habiller localement. Ça met en valeur tout ce qui est atout, richesse de mon pays, le Bénin. Avec le tissu que j'ai choisi, je me suis cousu un bomba classique, légèrement brodé, simple, de manière simple, avec 2 poches.
vraiment utile. Et voilà, avec des tapettes simples également. Je me suis habillé de manière simple. Je me sens très à l'aise parce que avec le bomba, on est à l'aise. Bon, on se sent vraiment dans notre authenticité vestimentaire. Ça fait aussi partie du bomba et on est plus à l'aise avec ça. Et Tachiki, c'est aussi un peu près du bomba. J'ai mis un bomba très large avec un paille, juste un paille, un bomba simple, sans motif, sans décoration, juste simple. Parce que naturellement, j'aime rester simple dans mes choix d'habits. Et puis, je suis d'Abomey. On porte très souvent le bomba sans ajout, sans décoratif. Du coup, j'ai préféré prendre ceci. Aujourd'hui, je porte un bomba assez moderne parce qu'il y a déjà des pierres et tout, et des petits tapettes. C'est assez moderne un peu. Je n'ai pas trop grandi dans le traditionnel et tout, donc j'aime amener ma touche de modernité dans le traditionnel. C'est pour ça les pierres et tout. J'ai décidé de me mettre en bomba avec ma petite sur la tête. Voilà, c'est un bomba. C'était une très bonne idée de la part de ceux qui ont proposé ça. Vraiment, j'ai adoré voir mes amis en bomba, d'autres qui ont exagéré dans le mode vestimentaire. C'était vraiment très drôle. Moi, je suis d'Abeokuta, au Nigeria. Là-bas, c'est le truc là, qu'on voit et qui pue les si, voilà, c'est ça on porte là-bas. Bon, c'est vrai, je n'ai pas porté ça, mais c'est ça on porte là-bas. Personnellement, je ne me sens pas à l'aise avec les chemises, les vestes, mais les cravates et tout. Je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est pour ça que vous voyez que ça me sied, quoi. Donc, je me sens beaucoup plus à l'aise dedans. Je pense que c'est une bonne idée. Ça permettra à ESAE de se faire connaître sur les plateformes, dans les activités, des activités que nous voyons souvent sur les plateformes. ESAE aura une place dedans. J'aimerais revoir ça, voir sur les plateformes encore ESAE qui a encore une journée traditionnelle. Après, je pourrais écrire, oui, moi-même j'ai participé à la première édition journée traditionnelle ESAE. On a fait une journée sans sac et une journée bomba. Ça fait rappeler nos cultures, ça fait rappeler la culture de chacun d'entre nous. Et ce qu'ils auront apporté vont révéler d'où ils viennent, leur origine et tout. Je pense que c'est vraiment une très belle initiative. Je remercie tous ceux qui ont eu l'idée. Ça nous fait du bien. Hein? Ça nous fait du bien fou de nous voir habiller tout le monde en boba parce qu'il y a certains parmi eux. Je ne les voyais pas trop en bomba en fait, mais maintenant quand je les vois dedans, je vois que c'était vraiment une bonne idée d'avoir créé la journée bomba. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative parce que ça permet aux gens de faire référence à leur culture, de montrer leur tradition, comment s'habille dans leur village, voilà, montrer le traditionnel, quoi. Actualité hors de nos frontières à présent, le 39e sommet de l'Union africaine est à présent terminé. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine ont discuté des principales crises qui touchent le continent. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a pris à l'occasion de ce sommet la présidence tournante de l'UA et le président de la commission, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, était également lui aussi de la partie et ils ont ensemble présenté ce dimanche 15 février les principales conclusions lors d'une conférence de presse finale. Il en ressort que l'Union africaine n'aura aucune tolérance pour les changements de pouvoir anticonstitutionnels sur les pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger et Burkina. L'Union africaine entend maintenir le dialogue avec les régimes militaires putschistes en place et sans les réintégrer au sein de l'Union, soutenir leur combat contre les groupes terroristes. La création d'une plateforme commune de 18 pays sur les questions de sécurité a ainsi été annoncée pour les prochaines semaines. L'Union africaine se dit également déterminée à faire taire les armes. Tous les conflits qui ensanglantent le continent n'ont pas été évoqués. Pas un mot sur le Soudan notamment. Autre information hors de nos frontières, le ministre iranien des Affaires étrangères est parti dimanche 15 février
pour Genève où doit se tenir une nouvelle session de pourparlers nucléaires avec les États-Unis, a annoncé son ministère dans un communiqué. Abbas Araghchi a quitté Téhéran pour Genève à la tête d'une délégation diplomatique et technique afin de mener le deuxième cycle de négociations nucléaires et de tenir une série de consultations diplomatiques, a-t-il indiqué, précisant que ces pourparlers indirects se tiendraient mardi sous la médiation du sultanat d'Oman. C'est tout pour la page inter et ainsi prend fait ce rendez-vous du JT des JT. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon début de semaine.